Jamendo.com. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci d'être là pour ces conférences. Et nous allons commencer avec le premier des conférenciers qui est Monsieur Pascal Fechner. Alors, Monsieur Pascal Fechner est directeur du MUFON France. Après un passage dans l'association des repas ufologiques, Monsieur Pascal Fechner a été nommé, il y a quelques années, à la direction de l'antenne française du MUFON. Créé en 1969, le Mutual UFO Network est un réseau d'enquête et de recherche ufologique basé aux États-Unis. C'est probablement aujourd'hui la plus grande organisation ufologique du monde. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs des émissions télé qui s'appellent Hangar numéro 1, organisées par le MUFON. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Sa branche française s'est installée symboliquement à Valençol depuis 2017. Le MUFON France enquête sur le phénomène OVNI et informe au travers d'émissions de télévision, de conférences ou encore d'articles. La conférence d'aujourd'hui, c'est 1 plus 1 égale les possibilités, conséquences du contact. Les possibles conséquences du contact, pardon. Pascal? À toi. On essaie le micro. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Parfait. Peut-être avoir un petit peu de l'arsène. Oui, c'est fait. Bonjour à tous. Alors, juste avant de commencer la conférence, j'aimerais vous expliquer un petit peu comment j'aimerais qu'elle se déroule. Je dis que j'aimerais parce qu'une partie va dépendre de vous, malgré tout. Pendant la première partie de cette conférence, je vais essayer de vous amener avec moi dans une réflexion métaphysique sur l'ufologie. Et en deuxième partie que nous exploiterons, d'ailleurs, on va peut-être mettre en plein écran. Comme ça, alors je ne connais pas cet outil, j'espère que non, ça n'a pas marché. Au secours. Voilà, super. Voilà. Et sur la deuxième partie, écoutez, si vous voulez bien, si vous l'acceptez, je vous demanderai votre participation pour que justement nous puissions voir ensemble quelles pourraient être les conséquences de cette équation mathématique. Alors, dans un premier temps, j'aimerais remercier bien sûr Thierry Gaulin et l'ensemble des équipes d'OVNI Languedoc. Je suis ravi, bien sûr, d'être parmi vous. Je suis ravi d'être parmi ces conférenciers d'excellente qualité. Je trouve que le plateau, encore une fois, est vraiment impressionnant. Je voudrais aussi remercier Thierry pour le livre qu'il a écrit. Alors, ça tombe bien, il est en vente aujourd'hui. C'est un livre qui n'est pas toujours évident à trouver. Ce livre, c'est celui-là, Le phénomène OVNI, du temps présent au temps passé. Alors, c'est un livre que j'ai lu un petit peu avant d'attaquer mes recherches philosophiques, et c'est un livre qui a participé à ma construction intellectuelle sur le phénomène OVNI. Dans ce livre, il y a surtout quelque chose que je trouve très intéressant, c'est ce livre met en lumière le rôle et le poids du témoignage. Parce que concrètement, la matière première de l'ufologie, c'est surtout et avant tout le témoignage. Alors, je vous propose qu'on regarde ensemble quelques supports possibles de témoignage. Alors ça, par exemple, c'est un mail que nous avons reçu début septembre d'une personne qui nous décrit ce qu'elle a vécu. J'en ai bien sûr toutes les références personnelles. Ça, c'est un témoignage. Nous avons aussi, par exemple, ce type de témoignage, qui est un dessin, c'est-à-dire que la personne a essayé de reproduire ce qu'elle a vu dans le ciel. Là, c'était par exemple en juillet 2017, du côté de l'île d'Albion. Ça aussi, c'est du témoignage. Là, on a une personne qui avait
savait un petit peu faire de l'infographie et essayer de nous reproduire ce qu'elle avait vu en 2015 du côté de Portes-les-Valences. Ça aussi, c'est un témoignage, c'est une note de service. Note de service officielle où M. Dunkelmüller, qui travaille à la centrale nucléaire de Fessenheim, indique, je vous le lis là, la présence illégale d'un aéronef le 24 mai, peu avant 23 h. Bon, jusqu'à maintenant, c'est vrai que sur cette enquête, on essaie d'avoir des infos, mais on n'en a pas. Témoignage aussi, c'est ça, des articles de presse, voilà. Var Matin, La Provence, là c'était la REP du centre, je crois. Témoignage aussi, ça peut être une photo, voilà, ça c'est une photo, c'est un témoignage. Et puis, ça peut être aussi des vidéos, alors je ne sais pas si je vais être assez fort pour la renseigner, c'est super ce truc. Voilà, bon. C'est peut-être sur OK, excusez-moi, je maîtrise mal ce matériel. Ça fait deux vidéos en même temps. Je vais peut-être le faire ici, bougez pas. Oui. Comment je peux le lancer de là, les amis? Un petit coup de main technique. Ah, il y en a d'autres, après je vous embêterai plus une fois que je saurai faire. Ah, attendez. La souris est sur... Tiens, si tu peux juste... Ah, d'accord, voilà. Ouais, voilà. Ça, c'est dans le ciel de Regarde, chérie. Ah ouais. En juin 2015. On voit lui dans le Les ovnis, il y en a d'autres qui l'ont. Ouais, voilà. Là, je filme. Je suis au maximum dans le zoom. Regarde, chérie, regarde. Non, regarde là, tu les vois mieux. Regarde celui-là. Ah, je vois. Non, il y en a trois là. Regarde. Il y en a plein. Oh là là. Non, c'est un oiseau. Regarde celui de droite, là, celui qu'on voit le plus distinct. Ouais, je vois. C'est dommage que j'ai pas un plus gros zoom. Ouais. Ah là là, c'est bizarre. Regarde. Il y en a un autre là. Il y en a plein, sans déconner, il y en a plein. Ouais, C'est des ovnis. Il y en a qui clignotent. Ah ouais, il y en a qui clignotent. Je suis sûre que c'est pas des étoiles ça. Ça, c'est pas des étoiles, non. Merde. Ouais, j'en ai déjà vu. Et là, je les filme pour une fois. On a déjà vu les trucs là? Ouais, j'en ai vu sur internet, toi. Regarde, tu vois, de loin. Ouais, devant. Mais c'est évident que c'est pas des avions. Dommage que l'avion il repasse pas tout à l'heure. Regarde, il y en a plein, quoi. Ah ouais, il y en a plein. Et puis le témoignage aussi, de façon un petit peu plus rare, ça peut être un témoignage enregistré. J'allais prendre des photos, parce que j'avais une amie qui m'avait demandé des photos de mon chien et mon petit chat, et qu'elle m'avait donné un petit chat. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis mis dos à la clôture ici. Et puis j'ai voulu prendre Tara, donc en photo. Et puis Tara, crâne ne bougeait plus, elle était sur la pierre bleue d'un seul coup. Et moi j'étais dos à la clôture pour la prendre en photo. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière mon dos. Donc il fallait que je me retourne. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai vu qui était là, vraiment, je vais dire, plein de lumière, quoi. Plein de lumière. Et puis moi, j'étais paralysée. J'ai été paralysée. La première chose que j'ai fait, j'ai fait une photo. Et puis après, j'ai pu bouger, j'étais figée. Je ne sais pas pendant combien de temps. Et là, après, j'ai commencé à reculer. J'ai eu un peu peur, peut-être. Et j'ai commencé à reculer. J'avais l'impression qu'elle allait un petit peu de droite à gauche. Qu'elle faisait ça. Et puis, quand j'ai reculé, j'ai vu des lumières, j'ai vu... là, après, j'ai repris une deuxième photo, même partout. Elle est orange, jaune, elle est très, très lumineuse, ça faisait mal aux yeux, il y a une source de chaleur. Ça, je l'ai ressenti, ça. Et j'ai ressenti aussi qu'on aurait dit que mon corps prenait cette source de chaleur-là et que je m'arrêtais de respirer. Je sais pas comment. Et Tara ne bougeait plus, donc Tara, c'était la même chose, elle était figée aussi. Vous vous sentez comment? Je me sens super fort. Je me sens vraiment super fort. On dirait que j'ai pris, comme le soleil là me donne, on dirait que j'ai pris une énergie incroyable. Alors ça, c'est des témoignages rares, parce qu'il est quand même très rare
que des témoins acceptent de témoigner, en plus comme ça, pour un journal. Alors j'ai eu cette personne au téléphone et c'est vrai qu'elle est très sympathique. C'est un témoignage quand même effectivement très intriguant. Alors, tout ça pour en venir à quoi? Tout ça pour en venir à une information, un point qui est très important. C'est Volkov qui le rappelle dans ce livre, Petite histoire de la désinformation, c'est qu'en fait, un fait n'est pas une information, un fait ne devient information que lorsqu'un informeur informe un informé. Pour résumer, je dis souvent, est-ce qu'un arbre fait-il du bruit lorsqu'il tombe dans la forêt si personne n'est là pour l'entendre? Donc il faut bien comprendre que dans tous ces témoignages, tous ces moyens de communication que nous avons, il y a deux choses. Il y a un informateur, la personne qui vous donne l'information, et un informé, c'est-à-dire vous. C'est-à-dire qu'au final, Volkov a dit « l'objectivité ne peut exister, et encore que dans l'information d'ordre scientifique ». Donc nous travaillons dans un domaine de recherche où le témoignage, qui est un témoignage humain, est une matière première extrêmement difficile à travailler, et qui en plus peut être retravaillée par nous-mêmes. Voilà, alors, quelques mots sur le MUFON rapidement. Merci pour cette petite présentation de tout à l'heure. Moi, je suis le directeur national du MUFON. J'ai accepté ce poste en 2018, début 2018, parce que je pense que l'ufologie manque d'une représentativité nationale. Pour moi, c'est un sujet passionnant. Aujourd'hui, l'ufologie est constituée de beaucoup de petites associations qui ont parfois du mal à faire entendre leur voix. Donc voilà, moi, concrètement, l'objectif que je me suis fixé pour le MUFON, c'est de devenir un vrai think tank pour l'ufologie française, non pas l'association française, mais plutôt la rencontre des chercheurs dans le cadre du MUFON. Parce que je dis souvent, ce n'est pas le MUFON qui fait les chercheurs, mais ce sont les chercheurs qui font le MUFON, et pour moi, c'est une différence de taille. Alors, notre volonté aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire une ufologie responsable et audible du grand public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je défends tout à fait la liberté de penser de chacun sur le sujet. Si des personnes pensent que les reptiliens ont pactisé avec les nazis, ça ne me pose aucun problème. C'est leur liberté de penser. Maintenant, je dis que cette liberté de penser engendre quand même la responsabilité. Voilà, donc il faut quand même essayer de sourcer un minimum et essayer d'être un minimum responsable dans les propos qu'on peut tenir. Et pas se contenter parfois d'une simple vidéo YouTube qui l'a dit. Alors, concernant le travail du MUFON, on pourra aller un petit peu plus loin lors d'une conférence qu'on fera dans le cadre des Ruoles, dont vous a parlé Thierry tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, je crois que c'est fin septembre, début octobre, Thierry, qu'on se revoit. Donc ce sera à Nîmes. Moi aujourd'hui, je suis un chercheur libre, en tant que chercheur du MUFON, et je viens surtout plus précisément en tant qu'ufologue. Je vais m'en expliquer. Voilà. Alors, Chervagnon, qui est un philosophe assez célèbre, rappelle dans son livre Histoire de la pensée que la conscience philosophique est issue de la conscience mythique sur laquelle les hommes se sont pris à réfléchir le jour où ils se sont avisés que les mythes ne saturaient plus leur besoin de comprendre. Ce qui veut dire par là, c'est que les premiers philosophes, ce sont des gens qu'on a appelés des physiciens ou des atomistes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont sortis du dogme de la pensée religieuse pour essayer de réfléchir un petit peu par eux-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, en ufologie, c'est ce qu'il faut faire. L'ufologie a à peu près 60 ans, il faut peut-être aujourd'hui sortir des mythes et essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, bien sûr, moi, j'ai rien contre la religion, soyons clairs. Encore une fois, liberté de penser. Simplement, religion, il faut se rappeler que dans son sens littéral, ça veut dire relier, créer du lien entre les gens. Donc, je pense que la croyance, la conviction, l'intuition est importante, mais elle doit être un moteur, elle ne doit pas être une destination. Elle doit mener à ce qu'on appelle l'aporie par le questionnement. L'aporie, c'est quoi? C'est le moment où la personne va se retrouver devant une contradiction par rapport à sa propre pensée. Ce qui va la faire passer, normalement, de l'état de ne même pas savoir qu'elle ne sait pas, à l'état qu'elle sait qu'elle ne sait pas. Je rappelle quand même que l'ennemi de la connaissance, c'est pas l'ignorance, mais c'est l'illusion de la connaissance. Et j'aime bien cette phrase, parce que pour moi, elle résume bien la différence entre philosophie et religion. La philosophie, ce sont des questions auxquelles on ne pourra peut-être jamais répondre. La religion, ce sont des réponses auxquelles on ne pourra peut-être jamais se poser de questions. Alors, faire de la philosophie en parlant d'être exogène, c'est pas nouveau. Loin de là, l'altérité a été utilisée non pas par les philosophes. Vous avez l'excellent livre de Thibaut Grèce et Paul Miro, La philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre, qui retrace la philosophie et qui retrace le parcours des autres extraterrestres dans la pensée humaine. Vous avez également Kant chez les extraterrestres de Sandy,
qui est un livre vraiment très très intéressant. Alors Kant, c'est peut-être le philosophe qui a le plus utilisé les extraterrestres dans sa philosophie. Kant, aujourd'hui, on le connaît par ce qu'on appelle le transhumanisme. Mais le transhumanisme de Kant, c'est pas le transhumanisme qu'on connaît aujourd'hui. Et on a tendance parfois à requalifier la philosophie de Kant même d'anti-humanisme, puisque pour lui, l'homme était un animal raisonnable, mais était une création assez médiocre par rapport à ce qu'on pouvait faire dans l'univers. Certains thèmes philosophiques sont également extrêmement bien adaptés à l'ufologie aujourd'hui. Alors bien sûr c'est de la relecture, mais on va prendre par exemple le cas de la caverne de Platon pour les gens qui pensent avoir été contactés, voire même abductés. Je lance la vidéo. Le mythe de la caverne, c'est 300 avant Jésus-Christ, mais c'est vrai que si on le relit aujourd'hui à travers le filtre de l'ufologie, à travers le filtre de ces personnes qui pensent avoir été contactées ou abductées, ce qu'on constate, on en parlait encore tout à l'heure, c'est que souvent ces personnes se retrouvent à essayer de communiquer auprès du grand public et à mon sens parfois de façon maladroite, inadaptée, ce qui fait que c'est la meilleure façon pour passer pour un fou, voire à utiliser ces problématiques pour des fins personnelles. Je pense bien sûr aux sectes, je pense bien sûr à Claude Vorillon qui a créé une secte, les Raéliens, en se faisant passer pour un contacté. Mais c'est toujours ce que je dis, je pense que si une forme de vie intelligente extraterrestre a fait des millions de kilomètres pour nous rencontrer, s'il en a trouvé que lui pour porter son message, qui sont peut-être pas si intelligents que ça, et pour citer Épithète, il te revient de bien jouer ton rôle et non de le choisir. Alors, pour en revenir à la philosophie et à l'ufologie, le lien commun, c'est également Platon, bien sûr, puisque l'engagement philosophique de Platon naît d'un scandale, la condamnation à mort de Socrate. Alors, je ne vais pas trop détailler, mais c'est une histoire assez passionnante. Platon va mener son combat philosophique pour la vérité du discours et contre les sophistes. Parce que pour lui, le discours, le logos, il doit servir à dire la vérité, et les sophistes pervertissent ce rôle en ne cherchant pas à savoir, mais plutôt à essayer de triompher de tout. Platon était également conscient de l'intransmissibilité de l'expérience par le discours. Bon, il y a une forme de paradoxe là-dedans. La vraie question à se poser, encore une fois, pour le ramener à l'ufologie, c'est notre langage moderne et notre vocabulaire élaboré nous ont-ils permis, au fil des siècles, d'aller vers plus de vérité? Alors la question que je me pose toujours, c'est le terme alien, le terme extraterrestre. Est-il plus adapté? Est-il véridique? Est-ce que c'est plus juste qu'à l'époque utiliser le mot fée, ange, démon ou fantôme? Je ne suis pas certain. Toujours par rapport au vocabulaire, par rapport au langage, je vous ai mis ici quelques phrases de Philippe Solal, qui a participé au livre OVNI et Conscience. Je ne vais pas vous le lire, c'est assez long, je vous laisse en prendre connaissance. Mais Philippe Solal décrit dans ces quelques phrases ce qu'il appelle la violence d'idées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre langage ne nous permet pas de régler cette violence d'idées, puisque sur des sujets où tout le monde, où personne ne maîtrise complètement, tout le monde a le sentiment d'une égale légitimité pour s'exprimer sur ce sujet. Et je
tout à fait d'accord avec lui quand il dit que c'est un peu ce qui se passe dans notre domaine d'investigation qui est usuel d'appeler l'ufologie. Alors, quelle solution avons-nous par rapport à notre langage? Comment on peut faire, puisqu'on ne semble pas pouvoir parler pour dire la vérité, et qu'au final, avec notre langage, tout le monde peut avoir raison? Étienne Klein a une petite solution que je vous soumets. Je pense que vous en connaissez les enjeux. Mais il y a un deuxième problème qui est moins souvent évoqué et qui va être l'objet de cette intervention. C'est le lien qu'il y a entre les théories, lorsqu'elles ont été déjà suffisamment éprouvées par des tests nombreux, et puis le langage. C'est-à-dire, comment est-ce que nous devons dire ce que nous savons? C'est un petit peu la question que je vais traiter aujourd'hui à propos de l'origine de l'univers, et c'est une question qui me paraît importante et urgente parce que le langage naturel des théories physiques, comme vous le savez, depuis Galilée, depuis Newton plus précisément, ce sont les mathématiques. Les théories physiques s'expriment par le biais d'équations qui ne sont pas traduisibles dans le langage ordinaire. Et pourtant, nous devons expliquer dans un langage assez ordinaire ce que la science nous apprend, puisque le langage mathématique n'est pas compris par ceux qui ne le maîtrisent pas. Et donc, dans cette relation entre les théories physiques telles que nous les utilisons et telles que nous voyons qu'elles fonctionnent, et le langage, il faut organiser toutes sortes de médiations qui sont très importantes, puisque la science n'est pas d'emblée contenue dans le langage. Et donc, si on insère directement les messages de la science dans le langage ordinaire, on va rabattre le message de la science dans les préjugés déjà contenus dans la langue, et on va donc détruire l'originalité de ces messages. Donc, il n'y a pas de solution que de creuser au sein même du langage ordinaire une langue étrangère qui permettra de laisser entendre ce que la science. Ah, ça a coupé un peu net. Donc, on peut, à travers ce court extrait d'une conférence d'Étienne Klein et les écrits de Platon, faire quand même un lien, c'est-à-dire que les deux sont d'accord pour dire que notre vocabulaire est quand même un petit peu limité, ou en tout cas n'est pas en mesure, a priori, de restituer les réalités de la physique et du monde qui nous entoure. Alors la solution, elle est, si on va du côté de Platon, c'est le monde des idées, si on va du côté d'Étienne Klein, c'est plutôt les mathématiques. Et je crois qu'il conviendrait peut-être, pour parler juste, pour parler mieux, de conceptualiser mathématiquement une idée avant de la traduire en langage ordinaire. Donc c'est un petit peu l'idée de cette conférence aujourd'hui, plutôt que de vous parler des conséquences, c'est plutôt d'essayer de modéliser au départ la conséquence pour qu'on puisse après descendre et en parler avec le langage ordinaire un petit peu plus facilement. Alors par rapport aux mathématiques, au monde mathématique, je conseille bien sûr le dernier Bogdanov, L'équation Dieu, qui est un très 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 bon livre. Et puis il y a cette citation de Paul Dirac que j'aime beaucoup. Dieu est un mathématicien de tout premier ordre et il a utilisé des mathématiques très élaborées pour construire l'univers. Alors quand on dit Dieu, c'est la religieux, c'est on va dire la force créatrice qui est à l'origine de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, vous l'avez peut-être reconnu pour certains, c'est l'emblème du pastafarisme, le monstre volant en spaghetti. Alors c'est une histoire intéressante d'ailleurs, ce monstre volant en spaghetti, puisque c'était un professeur d'université aux États-Unis qui a voulu, un petit peu par jeu, en tout cas par défi, créer une religion et pouvoir l'enseigner à ses élèves, un petit peu contre le fait que les religions chrétiennes étaient enseignées à l'université. Là-dessus, il n'était pas tout à fait d'accord. Alors quand on dit 1 plus 1 égale on ne sait pas quoi, c'est bien sûr mathématiquement totalement faux, puisque le premier 1, c'est nous, c'est notre civilisation, le deuxième 1, c'est une civilisation exogène, donc pris comme ça, c'est l'équivalent d'additionner des patates et des carottes, donc ça n'a pas de sens. Ce qu'il faudrait plus voir, là on est plus dans la symbolique, on est plus dans la simplification, mais ce qu'il faudrait comprendre sur le premier 1, on pourrait l'appeler T aussi, c'est-à-dire l'ensemble des systèmes d'équations liés au mécanisme terrien, et le deuxième terme pourrait s'appeler E, c'est-à-dire les systèmes d'équations au mécanisme exogène, et
à partir de là, on pourrait voir ce que ça donne. Alors, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on travaille ensemble, on va définir les différents résultats, et puis on va essayer de voir ensemble quelles sont les raisons qui pourraient amener à ce résultat. Alors, 1 plus 1 égale 0. Concrètement, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que notre rencontre, avec une rencontre exogène, amènerait à la destruction totale des deux civilisations. Vous avez peut-être des idées de ce qui pourrait amener... Alors, vous avez raison, mais là, encore une fois, je le dis et je le redis, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mathématiquement, conceptuellement, cette équation, enfin, c'est totalement faux. Hein. Encore une fois, on est dans la symbolique, on est dans la simplification, et on est dans ce que j'expliquais tout à l'heure, d'essayer d'utiliser un langage mathématique pour comprendre un petit peu plus les choses. Alors, 1 plus 1 égale 0, moi j'ai une première solution, bien sûr, qui va peut-être un petit peu résonner avec la conférence de James à venir. C'est bien sûr la contamination microbienne, les virus et autres, c'est-à-dire que nos civilisations ne seraient absolument pas compatibles biologiquement et que le contact amènerait obligatoirement à la destruction totale de nos deux mondes. L'autre possibilité du 1 plus 1 égale 0, c'est quoi? C'est la guerre totale. C'est-à-dire que nos deux civilisations, on aurait la malchance de rencontrer une civilisation qui nous ressemblerait, c'est-à-dire une civilisation assez guerrière, ce qui fait qu'obligatoirement, notre contact amènerait à une guerre totale, qui amènerait peut-être à terme à la destruction totale des deux systèmes d'équations. Vous en voyez peut-être d'autres? Ça veut dire peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Le 1 plus 1 égale 1. Bon, là ça veut dire quoi? Ça voudrait dire au final que le contact avec une autre civilisation amènerait au fait qu'une seule civilisation survivrait. Alors, plusieurs possibilités, et ça souvent c'est une thèse qui est avancée par les personnes qui travaillent sur le contact. Je pense par exemple au livre de Christelle Sebald, Contact et Impact, puisque pour Christelle, le contact amènerait obligatoirement à la destruction des fondements de notre monde. Il prend pour exemple tout ce qui s'est passé dans notre histoire, à savoir qu'à chaque fois qu'une civilisation technologique, alors quand je dis supérieure, c'est technologiquement supérieur, hein, c'est pas au niveau civilisationnel ou spirituel, la civilisation technologiquement supérieure prend automatiquement le dessus sur les autres civilisations. On a l'exemple avec les Romains, on a l'exemple bien sûr avec l'invasion du continent sud-américain, qui a amené quand même à des destructions très importantes. Donc ce contact ferait que culturellement, une des civilisations serait totalement détruite. Oui. On va y venir justement. Là, voilà, ça fait partie des équations possibles, enfin des résultats possibles. Hein. Et là, on est dans cette hypothèse où effectivement, la rencontre détruit une des civilisations. On va y venir justement. Ça fait partie des possibilités, mais qui viennent un petit peu plus loin. Et je rejoins totalement là-dessus. Ça peut être aussi une guerre totale. Hein. Ça peut être une guerre totale qui fait que une des civilisations étant plus avancée militairement que l'autre, elles prennent le dessus et elles détruisent complètement l'autre civilisation. Et puis ça peut être aussi, mais ça je pense qu'en James va encore en parler, ce qui est bien, c'est que je pense qu'il y a des parallèles avec la conférence de James, c'est la contamination microbienne. On pense par exemple au film de la guerre des mondes, où les choses semblent mal avancées, mais qu'un simple rhume arrive au final à détruire la civilisation exogène et à libérer la nôtre. Pascal, il y a une autre solution à ce genre d'équation, c'est ce qu'on appelle le choc culturel. Oui. Qui veut qu'une civilisation ne survit pas au contact d'une civilisation qui lui est plus avancée, ne serait-ce que culturellement. On a des exemples dans l'histoire en plus. On a beaucoup d'exemples dans l'histoire. On a beaucoup d'exemples, effectivement. Là, si vous voulez, on n'est pas. C'est peut-être ce que vous vouliez dire. En fait, on n'est pas dans une collaboration sur le coup. C'est-à-dire qu'une civilisation écrase tellement l'autre
culturellement, elle l'a détruit, en fait. Hein. C'est tout à fait l'idée de... Mais c'est pas forcément délibéré, d'ailleurs, de la part de l'une ou de l'autre. Et on va voir en conclusion, justement, puisque dans les conclusions, effectivement, là, on aborde les possibilités, mais on va voir dans les conclusions un point qui me paraît intéressant, à savoir l'intentionnalité des civilisations ou de l'univers au final. Autre possibilité, mais qui, à mon avis, est le moins improbable, c'est le 1 plus 1 égale 2. Alors, le plus improbable, sauf que nous nous retrouvions avec une civilisation que nous n'arrivions pas à voir et qui n'arrive pas à nous voir non plus. Bon, c'est assez difficile à conceptualiser. Pourquoi pas des filtres différents. Bon, ça paraît un petit peu impossible. Cette solution reste possible quand même, et je rejoins ce que disait James tout à l'heure, dans le cas d'une civilisation très avancée qui aurait conscience que le contact direct pourrait détruire la civilisation qu'elle rencontre. Alors le 1 plus 1 égale 2, ça pourrait être le cas si cette civilisation décide de prendre des contacts très limités et vraiment très ciblés avec notre civilisation, ce qui fait qu'au final, les deux civilisations ne sembleraient pas changer, mais l'évolution se ferait peut-être par petites touches en contactant des scientifiques, des intellectuels, j'allais dire des politiques, mais je ne pense pas, voilà, pour arriver petit à petit à faire prendre conscience à la première civilisation que d'autres civilisations existent. C'est parfois un petit peu ce qu'on rencontre justement dans le cas de contacts, des contactés qui se retrouvent avec des messages donc qui ne savent pas toujours quoi faire. C'est vrai que c'est une possibilité qui reste possible. Troisième solution, le 1 plus 1 égale 3, ce qui paraît la meilleure solution, mais on va voir qu'au final, peut-être pas. Le 1 plus 1 égale 3, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que nous arriverions, dans le cadre de cette rencontre, à créer un troisième système qui, dans l'idéal, prendrait le meilleur des deux. C'est-à-dire qu'on arriverait à évoluer ensemble pour pouvoir faire quelque chose de plus intéressant. Bon, j'ai bien peur que ce soit peut-être un peu tôt encore aujourd'hui pour nous. Mais le 1 plus 3, 1 plus 1 égale 3, ça donne aussi quelque chose qui peut être tout à fait négatif. Je pense, pour l'illustrer, par exemple, au film Body Snatcher, dont vous vous souvenez peut-être, l'invasion des profanateurs, voilà, en plus il y a eu 3 films en fait sur ce sujet, où on se retrouve avec une forme de virus, de microbe, James c'était plutôt un virus, un microbe à ton sens, une forme de vie différente. Oui, c'est une forme de vie macroscopique voilà, qui s'insinuait dans le corps des humains. Voilà. Et donc cette forme de vie, qui est le 1 de l'équation, arrive sur Terre et commence en fait à coloniser les différents systèmes de vie, donc les plantes, les animaux, mais aussi les humains. Donc là, dans ce cas-là, on est bien sur un 3, puisqu'au final, on se retrouve avec une civilisation différente, mais là, c'est pas très constructif pour nous, puisqu'en fait, ce microbe se sert simplement de notre corps comme véhicule. Donc au final, il y a quand même une destruction, mais il y a quand même une civilisation différente qui naît de ce contact. Alors là, on a vu les différentes solutions, on voit qu'il y en a qui sont positives, il y en a qui le sont moins, mais la question à se poser, c'est peut-être, est-ce que l'univers a une intentionnalité? C'est-à-dire que, est-ce que l'univers n'a pas un objectif? Le développement de la vie, c'est un petit peu la thèse de Jean-Pierre Petit, qui pense que la vie va obligatoirement vers le contact. Et donc, est-ce que quelque part les mécanismes physiques font que, grâce à des règles bien établies, mais que nous ne connaissons pas, le contact n'est pas possible tant que le résultat souhaité n'est pas accessible. Voilà, donc c'est-à-dire que l'univers fait en sorte que la destruction totale ne soit pas possible, que la destruction d'une civilisation ne soit pas possible, mais qu'on s'oriente plutôt vers un 3. Voilà. Écoutez, moi j'en ai fini. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. C'est ça, je l'ai dit, oui, oui. Alors voilà, on peut imaginer par exemple une forme gazeuse. Une forme gazeuse qui n'a pas conscience de notre environnement, et vice-versa.
vice-versa, effectivement, puisqu'on le voit tous les jours, il y a des ondes qui nous traversent et autres. Pourquoi pas une forme de vie qui nous est totalement étrangère et que nous n'arrivons absolument pas à voir et qu'elle non plus ne nous voit pas, mais surtout qui n'ait pas d'interaction qui nous gêne en aucun cas, ni l'une ni l'autre, pour se développer, effectivement. Donc ça veut dire que peut-être on a déjà rencontré énormément de civilisations, mais nous ne le savons pas tout simplement. Une partie. Ouais. Exactement. Alors, c'est vrai que pour cette conférence, j'ai pris le parti de parler de civilisation, mais si on veut parler de système d'équation, nous ne sommes qu'une partie de ce système d'équation, puisqu'il faudrait prendre en compte l'ensemble des systèmes d'équation, les végétaux, les minéraux, l'air. Enfin voilà, donc vous avez tout à fait raison. Alors, ce qui est intéressant aussi quand on mathématise ce domaine, là encore une fois on est sur une forme très simplifiée, hein, c'est dimanche matin, c'est que ces systèmes d'équations sont évolutifs. C'est-à-dire que le terme 1 concernant la Terre est très différent aujourd'hui qu'il était il y a 1000 ans, et sera encore très différent dans 1000 ans. C'est pour ça que je dis qu'il y a cette évolution naturelle des systèmes fait peut-être que tout simplement le contact aujourd'hui n'est pas possible parce que nous ne sommes pas prêts, parce que nous ne sommes pas adaptés ou parce que ça mènerait directement à une destruction. Excusez-moi, j'interviens juste 2 secondes. Est-ce que, quand un public on veut parler, on peut lever la main, on vous apporte le micro? Parce que ceux qui sont derrière, on n'entend rien du tout. C'est possible? Ça vous embête pas trop? Je vous entends mieux comme ça. Pour rebondir sur Jean-Pierre Petit, que j'apprécie beaucoup. Moi aussi. Lui moins, mais moi je l'aime beaucoup. Et vraiment, je regarde beaucoup de documentaires sur lui. Oui. Pour lui, il y a déjà une présence extraterrestre ici. Et qui nous gouverne quelque part. Et moi, je suis vraiment dans cette optique-là. C'est vraiment ce que je pense. Bon alors, pour Jean-Pierre Petit, moi le travail de Jean-Pierre Petit, je l'apprécie énormément. Je pense malgré tout qu'à terme, quand il sera plus là, et dans quelques décennies, on gardera peut-être plus le Jean-Pierre Petit philosophe que le Jean-Pierre Petit scientifique. Aujourd'hui, on le connaît scientifique, mais c'est aussi un philosophe. Alors, Jean-Pierre Petit, effectivement, lui indique que le contact a déjà eu lieu. Moi, j'entends, hein, pas de souci. Là, encore une fois, on est sur la prospective, mais si le contact a déjà eu lieu, on est plutôt dans le 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire que ce contact se ferait de façon, on le voit dans son cas, où il a été contacté par les humides, donc on est bien dans un système où la civilisation exogène, plutôt que d'apparaître au grand jour, va essayer de sensibiliser le départ de notre civilisation, des scientifiques, des littéraires, tout ce qu'on veut, mais ne va pas aller vers une officialisation manifeste de son existence. Non, parce que je pense que les gouvernements ne veulent pas. Alors, je crois beaucoup à la théorie du complot. Les apparitions, elles sont très souvent sur les endroits atomiques, nucléaires, donc ils nous surveillent, je sais pas. Donc je pense vraiment qu'on nous cache beaucoup de choses. Et Jean-Pierre Petit, qui est quelqu'un quand même scientifiquement, c'est un mec très intelligent, il a vraiment du courage parce qu'il le casse à chaque fois. Et quand on est un peu intelligent, on se rend compte, quoi. On voit bien, c'est comme celui qui a fait la découverte, la mémoire de l'eau, comme il a été cassé. Dès qu'on sort du système mouton, ces gens-là, on les casse parce qu'on nous rend imbéciles. C'est pour ça que je passe à chaque fois à la caverne de Platon. Parce que si vous avez lu le texte, effectivement, la personne se retrouve en dehors de la grotte. C'est très symbolique, mais ça reste extrêmement contemporain. D'ailleurs, l'ensemble de Platon est extrêmement. Ah, on ne veut pas que je parle de Platon. Vous lisez La République, Le Banquet, enfin, c'est extrêmement contemporain, c'est vraiment étonnant. Et la caverne de Platon, c'était exactement ça. C'est une personne qui est sortie du système et qui va revenir dans la grotte parce que c'est sa maison. Et la problématique, elle est là, c'est après comment communiquer ce qu'on a vu, si tant est que ce qu'on a vu, on l'a bien compris, parce que ça, encore une fois, on a nos propres filtres d'objectivité ou pas. Donc c'est un vrai casse-tête. Comprenez quelqu'un qui a vécu quelque chose, qui a eu un contact. Je pense que la dernière chose à faire, je vous le dis très honnêtement, je l'ai vu encore la dernière fois, c'est d'aller chez Hanouna. Là, c'est un suicide social. C'est un suicide social.
vois, ils disent plus rien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les associations ufologiques ont aussi une aide à porter à ces personnes qui vivent des choses, de les accompagner aussi, en tout cas de leur donner des conseils quant à la médiatisation qu'ils devraient faire de leur cas. Mais juste pour finir, pour en revenir à ce que vous disiez, effectivement, dans ce cadre-là, on est sur l'hypothèse 1 plus 1 égale 2, puisqu'on aurait une évolution mais qui se ferait par petites touches, avec quelque part, je suis désolé de le dire, mais des kamikazes, comme Jean-Pierre Ponty, qui, eux, iraient au contact, quitte à se faire briser professionnellement. Voilà. Donc je suis d'accord avec vous, il faut un courage plus qu'exemplaire. Juste un tout petit commentaire, une petite parenthèse, pour ce qui me concerne, bien. Quant à Platon, j'ai tendance à préférer le Critias, parce qu'il y parle de l'Atlantide. Je t'en voudrais pas. Qu'on a peut-être retrouvé d'ailleurs, mais pas au sens où il l'entendait, exactement. Bon, moi c'est la République, mais bon après. D'ailleurs, dans la République, je le souligne, parce que quand même c'est important, Platon était contre le mensonge, puisque le combat de Platon, c'est justement que le discours dise le vrai. Mais Platon acceptait le mensonge dans un cas de figure. C'était pour les rois philosophes. Platon indique que les rois philosophes ont le droit de mentir si c'est dans l'intérêt du plus grand nombre. Donc voilà, c'est le seul point qui lâchait au niveau du mensonge. Donc si on en est à la théorie du complot, moi je me pose toujours la question, si cette théorie est avérée, est-ce qu'on nous ment pour les intérêts personnels ou est-ce qu'on nous ment parce qu'on n'a pas le choix et que c'est la seule solution pour ne pas détruire nos civilisations? J'ai pas la réponse, hein, mais j'ai juste la question. Ouais, après là-dessus, on pourrait refaire une journée complète. Je reviens sur ce que disait Madame sur Jean-Pierre Petit. J'ai lu de nombreux ouvrages sur les humours, les mythes et tout ce qui va avec, et qui a été décrédibilisé bien sûr par certains scientifiques. Il faut bien savoir quand même que Jean-Pierre Petit, à un moment donné, aussi a avoué, entre guillemets, que c'était une fumisterie, les humours et les mythes. Oui. Enfin, en tout cas, son discours récent... Non, mais bon, il a... Moi, j'en dis pas plus. Ceux qui ont lu les ouvrages de ça. D'ailleurs, je conseille les deux ouvrages qu'il a écrits avec Jean-Claude Bourret, qui sont, j'aime pas le terme, mais enfin, qui sont quand même des testaments de ces deux monuments de l'ufologie française. On devrait avoir la chance d'en avoir un troisième. Enfin, soyons clairs, aujourd'hui, les écrits de ces deux personnes ensemble, c'est quand même des choses à lire et à garder dans cette bibliothèque, effectivement. Vous les avez, les deux? Enfin, si vous les avez lus, enfin, si vous les avez pas lus, et moi ce que j'aime dans ce livre, déjà, c'est pas faire la pub du livre, mais c'est un livre à deux voix, donc c'est vrai qu'en plus il est vraiment très lisible. Enfin voilà, je suis une merveille. Enfin, ces livres sont une merveille, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez lire des choses intéressantes et assez enrichissantes. Ça me fait penser à deux perspectives différentes. L'une, si on accepte de déchiffrer dans des mythes, souvent qui n'avaient pas de support du temps, il y a depuis très longtemps des témoignages de visite. Donc, comme disait Madame, on peut accepter l'hypothèse que nous sommes suivis. Et suivis de façon attentive et dans un but entre guillemets pédagogique. C'est ce qu'on appelle le néo-ibémérisme. Je trouve ça passionnant. Hein. Est-ce que le principal obstacle ne serait pas en nous, c'est-à-dire dans la structure cérébrale centrale, qui est en partie cette ligne animale, donc le cerveau reptilien, qui est à la fois la survie, l'alimentation, sommeil, mais la prédation, la violence, dont on ne parvient pas à se défaire. Et puis, l'évolution frontale de la rationalité, de la mathématique. Donc, si nous sommes suivis, peut-être, comme le disait Madame, vous peut-être, nous ne sommes pas encore aptes, on n'est pas encore au point. C'est une possibilité. C'est d'ailleurs tout l'objet, enfin, une partie de la philosophie de Kant. Parce qu'encore une fois, quand on dit anti-humanisme, c'est pas qu'il est misogyne, c'est juste qu'il estime que nous sommes une production assez médiocre de l'univers, que nous avons un corps assez médiocre, nous avons une autonomie qui n'est pas terrible, nous avons des capacités de raisonnement qui sont quand même assez limitées, nous sommes des êtres passionnés, nous sommes des êtres pulsionnels.
si nous sommes ce qui est le plus évolué dans l'univers, c'est pas terrible. Mais juste pour en venir sur le néo-ébémérisme, moi il y a bien sûr un auteur et un chercheur italien que j'aime énormément qui s'appelle Mauro Biglino, qui est un philologue italien, donc qui a travaillé sur la Bible et qui a écrit ce que lui lisait dans la Bible, la Bible, les textes sumériens et autres. C'est vrai que ça doit poser question sans pour autant que je puisse vous apporter la moindre réponse sur la véracité de ce qui est annoncé. Maintenant, le dernier élément, il semble quand même, je fais un schéma dans l'histoire universelle, qui montre qu'il y a dans les derniers 10 ans une évolution très rapide de la date de son volume. Vous avez des livres de Bleudio, si vous voulez lire là-dessus, qui bien sûr, c'est la thèse de Bleudio. Donc, ils ont, pour finir, bon, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est pas de dire oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Ce que je trouve intéressant, et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant en ufologie et à travers la philosophie, c'est qu'en fait, l'ufologie, à mon sens, doit plutôt nous amener des questions. Encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, ce que je dis, c'est que réfléchir aux autres, c'est se définir soi-même. Encore une fois, c'est pour ça que les philosophes ont toujours utilisé les extraterrestres dans leur philosophie, parce qu'on ne peut réellement peut-être se comprendre que quand on se projette par rapport à l'autre. Voilà. Donc, voilà. Moi, l'idée, quand je fais une conférence, et j'espère que ce sera le cas, c'est plus que les gens ressortent avec des questions, des sujets auxquels ils n'avaient peut-être pas pensé et qui vont vouloir creuser par la suite. Mais pitié. Voilà, créez le mouvement, ne restez pas dans le dogme, ne restez pas dans la croyance, ne vous contentez pas d'une source. Allez au contact, faites-vous mal. C'est ça qui est intéressant en ufologie, et je pense que Thierry est d'accord avec moi. Faites-vous mal. Voilà. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur, le chemin c'est le bonheur. Et c'est ça qui est chouette en ufologie, c'est qu'en fait, on a matière à réfléchir toute notre vie. On peut faire de l'histoire, on peut faire de la sociologie, de la psychologie, ce que vous voulez. Donc je trouve que c'est une matière d'une richesse absolument affolante, sans dire oui, ça existe et. Voilà, encore coupé, c'est énergie, ça. Sans faire de prosélytisme. Souvent, ce que je regrette en ufologie, c'est le. Oui, je sais, j'ai la réalité, je sais, et d'ailleurs, c'est là en général où il y a le plus gros clash entre ufologues, c'est entre qui ne veulent pas communiquer entre eux, c'est-à-dire que l'un et l'autre ne vont pas vouloir reconnaître peut-être une part de vérité dans ce que dit l'autre. D'autres questions? Sinon, je trouve que ça fait une belle conclusion. J'en ai une. Non, il y a quelqu'un. Je laisse la priorité. Moi, j'avais peut-être juste une question qui est assez philosophique, mais qui ressort quand même sur les activités du MUFON. Vous disiez que donc c'est pas le MUFON qui faisait les enquêteurs, c'est les enquêteurs qui faisaient les chercheurs, non, parce que. Oui, les chercheurs. Mais du coup, dans quelle mesure, je me demandais dans quelle mesure, étant donné que donc pour les enquêteurs, pour le MUFON, il y a un manuel de l'enquêteur, il y a une formation qui est dispensée. Donc voilà, dans quelle mesure l'enquêteur était libre de ses mouvements par rapport à un manuel peut-être qui vise un peu à formater les enquêtes? Alors justement, le manuel n'est pas un formatage, le manuel est un socle, c'est un starter, si vous voulez. Il faut quand même un minimum de méthode. Moi, des fois, j'ai des ufologues, je vous dis franchement, quand je leur demande quel logiciel d'astronomie vous utilisez pour vérifier ce qu'il y avait dans le ciel par rapport à une observation, ils me disent j'en ai pas. Ils me disent j'en ai un, je ne vais pas donner son nom, je ne vais pas lui faire la honte. Il m'a dit j'en ai pas, c'est trop cher. Je fais mais vous déconnez, Stellarium c'est gratuit. Après, pour les satellites, j'en ai pas. Even Above, c'est gratuit. Bon. Et pour les avions, vous n'en avez pas. Bah bon, Flight Radar 24, l'abonnement à l'année pour retracer l'ensemble des vols c'est 40 € par an. Bon, c'est ça le manuel, c'est de dire, oh les gars, il faut quand même un minimum de méthode, on ne va pas s'enflammer à chaque fois que quelqu'un prend une étoile en photo. Je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, mais je veux dire qu'il faut un minimum de méthode. Maintenant, nous, aujourd'hui, très honnêtement, j'incite les enquêteurs, et je les fais chier, il faut dire les choses, pour qu'ils me produisent des articles. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas qu'ils soient formatés, je veux qu'ils apportent une valeur ajoutée aux gens, et je veux qu'ils apportent... Donc moi, aujourd'hui, c'est pour ça que j'utilise de moins en moins le mot enquêteur, mais plutôt chercheur. Moi, aujourd'hui, avoir des enquêteurs, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est des gens qui soient capables de nous apporter une production personnelle et une vraie réflexion personnelle sur le sujet. Si ça répond à votre question.
Oui, j'ai une question. Alors, c'est pareil, c'est plutôt sur le fonctionnement du MUFON. Je la crains, la question du président. La dernière, en plus, à la Colombo. On n'a pas abordé le sujet, donc je ne sais pas ce que tu vas répondre. En fait, moi, je m'interroge sur les... pour avoir eu des échos avant que tu prennes la direction du MUFON France, je m'interroge sur les relations que tu peux avoir avec le MUFON États-Unis. Elles sont comme je veux. Bon, c'est pas suffisant comme réponse. Avec le MUFON États-Unis, et ça aussi c'est dans le manuel, ce que le MUFON États-Unis attend de ses antennes internationales, c'est le respect d'un certain nombre de valeurs. Essentiellement, le respect du témoin, le respect de l'anonymat, voilà, c'est ça. Après, très honnêtement, le MUFON USA, ou alors ils sont très contents de ce qu'on fait, ils ne voient rien à redire, mais ils me laissent une liberté totale, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de les appeler à chaque fois que je vais faire une conférence, un article ou une émission. Le MUFON USA est vraiment très souple sur son fonctionnement. Encore une fois, c'est peut-être parce que ça se passe aussi comme ils veulent, hein. Mais honnêtement, il n'y a pas d'ingérence en tout cas. Il y a un coup de main quand on a besoin, ça oui. Hein, je veux dire, ils ne nous laissent pas non plus totalement dans notre jus. Mais vraiment, en termes de gestion du MUFON, en France, on a une liberté totale. Et je dirais que c'est l'ensemble des MUFON, puisque on en parlait tout à l'heure, je parlais des noms, mais enfin, il y a des MUFON qui ont des orientations un petit peu différentes, peut-être plus américaines, hein, dans les théories qui sont avancées. Bon, c'est leur vision des choses. Le MUFON, si on regarde l'histoire du MUFON et les différents symposiums du MUFON, je pense que l'ensemble des chercheurs est passé par le MUFON. On a l'alpha et l'oméga en ufologie qui est passé pour le MUFON. C'est peut-être une de ses forces et en même temps c'est peut-être aussi une de ses faiblesses, puisque si vous invitez un chercheur qui est un peu controversé, ça peut vouloir dire que vous adhérez à ce qu'il dit, à ce qu'il pense, et donc vous êtes un farfelu. Voilà. Enfin, c'est toujours un petit peu la contrainte d'essayer de donner la parole à tout le monde, puisque ce qui est sûr, que ce soit le ou nous, par contre, on est contre la censure. Pour l'éducation, moi, la loi fake news, pour moi, c'est une hérésie, c'est le pire de tout. Plutôt que de filtrer les informations qu'on va donner à nos jeunes, apprenons-leur plutôt à réfléchir. Je pense que c'est tout ce que disait Victor Hugo. Construisez des écoles, vous fermerez des prisons. Et je pense qu'on est un peu là aussi là-dessus. Une dernière chose, pourquoi on devrait demander aux Américains? Pourquoi ils se demandent d'abord? On s'en fout, on voit ce qu'on voit et on est libre de. Pourquoi le MUFON devrait demander aux Américains? Justement, c'est ce que je dis. Ça, par contre, là, on est dans des choses qui ne sont pas justes. Alors, je me suis mal exprimé, peut-être. Justement, ce que je dis, c'est que nous sommes totalement libres par rapport oui, au mais vous MUFON dites US. en même temps, oui, mais bon, ils nous laissent faire, ils nous embêtent pas, mais pourquoi ils nous embêtent pas? Ça pourrait être une contrainte. Ils pourraient décider de faire une franchise totalement un McDo, quoi. C'est-à-dire que chaque chose devrait être pareille partout dans le monde. Nous, c'est pas le cas. Et c'est ce que je vous disais, justement, il y a des MUFON qui avancent des thèses totalement différentes des nôtres, à laquelle j'adhère pas, hein. Mais c'est leur liberté. Donc au contraire, le MUFON US, c'est un système de fonctionnement très libre, et c'est pour ça aussi que je m'investis quotidiennement pour le MUFON, parce que j'estime qu'aujourd'hui, les valeurs qui sont portées à travers cet organisme sont les bonnes valeurs pour faire avancer l'ufologie. Complètement, bien sûr. Oui, je ne sais pas si tu l'as dit, mais le MUFON, à la base, c'est une organisation, c'est une association qui vient des États-Unis. Bien sûr. Et dans les autres pays, ce sont des antennes. Pourquoi changer de nom alors qu'on a cette belle enseigne à présenter? Au contraire, moi je suis fier de porter les couleurs du MUFON, je vous dis franchement. Hein. Et je suis fier aussi de le faire parce que je sais qu'en interne, on me laisse réfléchir et on me laisse agir. Je peux vous dire que si je ne faisais pas ce que je voulais, ça ne marcherait pas. Oui, comme on parlait du MUFON, je voulais préciser que c'est la taille, parce qu'il y a plus de 3 ou 4 000 membres, il me semble, aux États-Unis. Et la différence par rapport en France, c'est qu'ils ont des moyens. C'est-à-dire qu'ils ont des milliers, ils ont un hangar, par exemple, et quand il y a une enquête à faire, ils ont du monde envoyé, il y a des scientifiques derrière, ils ont les moyens de faire des émissions, alors qu'en France, toutes les associations ufologiques n'ont pas de budget, à part ce qu'elles peuvent ramasser aux cotisations et les conférences, mais c'est pas avec ça qu'elles peuvent faire des enquêtes de grande envergure, ou alors du matériel
moyens scientifiques pour aller faire des prélèvements sur une possible zone d'atterrissage ou autre. Et en plus, il n'y a pas de subvention publique à ma connaissance, enfin, aucune association ufologique n'en reçoit. Pas encore, on y travaille. Mais... non. Alors, les moyens du MUFON américain, c'est un peu de l'ordre du mythe quand même. C'est pas non plus, ils n'ont pas des millions de dollars en trésorerie. Il y a eu des mécènes par moment, je pense par exemple à Bigelow, qui a participé au MUFON et qui les a aidés financièrement. Enfin, voilà, c'est pas Apple non plus. Hein, donc, et le MUFON US, par contre, c'est peut-être la contrepartie de la liberté, ne nous aide absolument pas financièrement. Voilà. C'est la méthode américaine, c'est do it yourself. Hein. Donc voilà, vous êtes libre, mais en même temps, débrouillez-vous pour trouver vos propres moyens pour mener des actions qui soient efficaces. Ça me va bien, moi. Alors, c'est quoi ces billets de $100 que je vois dépasser de temps? Non, ça, c'est la CIA. Non, c'était le pot de même pour remplir l'Anguedoc, quand t'as fait. Ça, c'est mon budget corruption donné par la CIA, c'est autre chose. Ne mélangeons pas tout, quand même. Puisque, bien sûr, le MUFON travaille pour la CIA, c'est su. Je lis tellement souvent ça qu'à un moment, je vais demander un badge à la CIA, quoi, parce qu'il n'y a pas de raison. Plus de questions? Et merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup à vous. Merci. Jamendo.com